engines throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. Depuis un quart de siècle que les Américains nous avaient habitués à des vols dans l'espace hautement sophistiqués mais presque routiniers, l'horrible catastrophe de Challenger aujourd'hui nous ramène à une dimension des choses plus réaliste. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est la réalité de la plus importante tragédie de l'ère spatiale, une triste réalité qui a pulvérisé 5 hommes, 2 femmes, tout juste 75 secondes après le décollage de Challenger. Pour l'instant, la NASA refuse de commenter la catastrophe qui met en péril tout le programme spatial américain, du moins qui va le retarder de façon importante. À partir de l'image au ralenti, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Cette première image nous montre... La nuit a été froide en Floride et la glace s'est formée sur la tour de lancement et sur la base d'un des moteurs. Après un retard de 2 heures, c'est le feu vert pour le décollage à 11h38, heure de l'Est. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Une scène devenue banale. Challenger s'arrache au sol et quelques instants plus tard, la navette bascule légèrement pour prendre sa position d'ascension. Les contrôleurs au sol indiquent à Challenger que tout se déroule normalement. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells. Puis, ce sont les derniers mots, alors qu'on demande de foncer plein gaz vers l'orbite. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 75 secondes après le décollage, l'explosion. Plus d'1 millier de litres de carburant pulvérise complètement le véhicule spatial. Alors que les fusées d'appoint, il y en a une juste en haut à droite de l'écran, semblent avoir été expulsées par la déflagration. Elle se consume en une course folle. L'explosion s'est produite à environ 8 km d'altitude et des milliers de débris ont mis plus de 45 minutes avant de s'abîmer dans l'océan Atlantique au large de la Floride. On a même aperçu un parachute, mais il s'agissait d'un membre des équipes d'urgence parachuté au-dessus des débris. La NASA a quand même attendu plusieurs heures avant de confirmer qu'aucun des 7 astronautes n'a survécu. Réal Damour, à Houston. Le lancement d'une navette spatiale, pour ceux qui y assistent sur place, est toujours un événement qui émerveille, mais qui en même temps est horrifiant parce que tellement spectaculaire. Mais alors combien plus horrible, rapporte Francine Bastien, pour les proches des 7 astronautes qui suivaient l'événement ce matin, quelques kilomètres seulement de la rampe de lancement. Au sol, une seule seconde et la tragédie remplaçait le bonheur du lancement réussi. Les familles des astronautes habitués au lancement sans histoire ne pouvaient croire ce qui se déroulait devant leurs yeux. Même spectacle devant chaque téléviseur ouvert aujourd'hui aux États-Unis. La scène se répétait. Des gens, en silence, écoutaient la tragédie se dérouler devant eux. Plus touchés encore, les élèves de Christy McAuliffe, la première enseignante de l'espace. Elle devait donner une leçon à ses élèves depuis la navette. À la place, les enfants ont coupé court à leur journée de classe aujourd'hui en se demandant si c'était une si bonne idée d'envoyer leur professeur dans l'espace. Dans la régie à Houston, la NASA, qui en était à son 56e lancement d'une navette habitée, ne pouvait davantage s'expliquer ce qui se passait. Pourtant, quelques jours plus tôt, la confiance régnait. C'était la joie pour les 2 enfants McAuliffe qui allaient enfin suivre le spectaculaire voyage de leur mère. Aujourd'hui, la famille, de même que celle des 6 membres d'équipage, recevait les condoléances du vice-président George Bush, envoyé personnel du président Reagan. Ce soir, l'Amérique est en deuil. Elle pleure les 7 victimes du Challenger et elle s'inquiète aussi. Elle s'inquiète de l'avenir du programme spatial, celui qui fait sa fierté depuis plus de 25 ans. Ici, Francine Bastien, au Cap Canaveral. Est-ce qu'il faut le redire, il s'agit de la pire tragédie de toute l'histoire spatiale américaine. 7 victimes, 5 hommes, 2 femmes, dont la première civile, on l'a dit également, cette enseignante qui espérait humaniser la technologie de l'ère spatiale, qui voulait démystifier la NASA et l'exploration de l'espace. Claude Gervais nous présente l'équipage de Challenger. Christa McAuliffe et ses 6 compagnons de mission formaient un groupe homogène. La jeune enseignante du New Hampshire avait été sélectionnée parmi 11 000 candidats et candidates pour devenir la première enseignante de l'espace.
À 46 ans, l'aîné du groupe, Francis Scobie, commandait la navette. Il était un ingénieur et un pilote accompli. Michael Smith, lui, pilotait Challenger et travaillait pour la NASA depuis 5 ans, mais en était à sa première mission. Ellison Onizuka, originaire d'Hawaï, un lieutenant-colonel de l'armée de l'air, en était à sa seconde mission. Gregory Jarvis était spécialiste en charges utiles et en télécommunications par satellite. C'était sa première mission. Ronald McNair, docteur en physique, à sa seconde mission, était l'un des premiers manipulateurs du bras canadien. Judith Resnick, 37 ans, était devenue la deuxième femme astronaute américaine. Elle avait déjà à son crédit 145 heures de vol dans l'espace. Et Krista McAuliffe, 37 ans, devait donner, au cours de ce 25e vol de la navette, sa première leçon d'histoire dans l'espace, un événement attendu. Krista McAuliffe avait une famille qu'elle avait de la difficulté à quitter avant ces périodes très longues d'entraînement. Love you. All right. See you later, alligator. Seule civile à bord, elle s'était vue offrir, avant son départ, une police d'assurance d'1 million de dollars, cadeau d'une compagnie spécialisée. La compagnie en question a promis de payer la prime le plus vite possible. Un reportage de Claude Gervais. Alors donc, Charles Tisser, une navette spatiale comme Challenger, par exemple, ça comprend jusqu'à 2 minutes et demie après le décollage 3 choses. Il y a la navette, ça comprend 2 fusées d'appoint avec carburant solide à poudre et cette espèce de grand réservoir avec de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, les 3 éléments. Qu'est-ce qu'on peut soulever comme hypothèse, même si ce n'est pas officiel, pour expliquer ce qui s'est passé ce matin? Plusieurs spécialistes ont parlé aux médias aujourd'hui qui connaissent l'aéronautique et la navette spatiale particulièrement. 3 hypothèses ont été soulevées. La première, c'est qu'à la base de la navette spatiale, ici, on voit le moteur de cette fusée à carburant solide. On pense que peut-être un problème s'est produit ici, que des flammes ont commencé à jaillir un tout petit peu de la base de cette fusée et qu'elles se sont propagées jusqu'à la base du réservoir principal d'hydrogène et d'oxygène liquide, causant l'explosion. Une explosion effroyable. Deuxième hypothèse, on pense que peut-être tout simplement le problème ait été causé au niveau du réservoir lui-même, que l'explosion se soit produite quelque part au niveau du réservoir sans intervention d'autres appareils. Et dernière hypothèse, peut-être la plus plausible en fait, parce que si on se souvient bien, l'accident s'est produit 1 ou 2 secondes après que la NASA ait donné l'ordre de mettre les pleins pouvoirs d'accélération. Oui. Alors, c'est justement ces moteurs-là qui sont impliqués à ce moment-là, et on pense que peut-être une pièce métallique provenant des moteurs de la navette spatiale elle-même ait été éjectée après l'accélération brutale et frappé le réservoir principal ici d'hydrogène et d'oxygène liquide, causant la déflagration. Bon, reste que depuis le début des programmes d'exploration spatiale, il y a eu d'autres tragédies, d'autres catastrophes moins importantes, tant chez les Américains que chez les Soviétiques. En tout, 14 astronautes ont trouvé la mort. Charles Tisser, d'ailleurs, vous avez préparé ce qui suit, on va regarder ça ensemble. La tragédie de Challenger est la pire catastrophe qui ait jamais frappé l'effort d'exploration de l'espace. Jamais auparavant, 7 astronautes sont morts au cours d'un même vol. Du côté américain, d'ailleurs, la seule autre tragédie s'était produite au sol. C'était en 1967, en janvier, 19 ans presque jour pour jour avant la catastrophe de Challenger. Apollo 1 se préparait alors à effectuer son premier voyage dans l'espace, quand son équipage de 3 astronautes, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, ont été asphyxiés et brûlés dans leur cabine de pilotage. L'incendie, causé par une défectuosité électrique, avait été foudroyant à cause de l'atmosphère du vaisseau spatial entièrement constituée d'oxygène très inflammable. La capsule dut alors être repensée. On utilisa des matériaux non inflammables et surtout, on l'équipa de réserves d'air contenant moins d'oxygène. Tout cela, bien sûr, retarda le programme spatial d'au moins 1 an. Du côté soviétique, 3 cosmonautes perdirent la vie en 1971, lorsque leur vaisseau spatial, Soyouz 11, se décompressa brutalement lors de leur retour sur Terre. Un autre cosmonaute mourut en 1967 quand sa capsule s'écrasa. Mais autant du côté soviétique américain, ces tragédies n'empêchèrent pas la continuation des programmes respectifs de vol habité. Les efforts actuels des 2 nations, d'ailleurs, se dirigent vers la création de stations orbitales habitées en permanence. C'est le but ultime de la navette spatiale, dont Challenger n'était en fait qu'un des 4 exemplaires. La navette spatiale est une sorte de cargo de l'espace qui a pour but de transporter en orbite terrestre, en un premier temps, astronautes et matériel en vue de construire la station orbitale américaine prévue pour les années 90. Et en un deuxième temps, le but de la navette spatiale est de pouvoir régulièrement assurer l'alternance des équipages dans la station.
Mais avec l'accident d'aujourd'hui, le programme sera retardé au moins jusqu'à ce que la NASA puisse découvrir la cause exacte de l'accident, ce qui pourrait prendre plusieurs mois. Le programme de la navette spatiale survivra probablement à l'enquête parce que la mise en place de la station orbitale en dépend. Mais à cause de l'immensité de la défaillance d'aujourd'hui, cela ne se fera pas sans que la NASA n'essuie de nombreuses critiques. Un reportage de Charles Tisser. En attendant, en tout cas, les autorités américaines comme canadiennes ont défendu à leurs astronautes de commenter la catastrophe, donc il était impossible de tenir une réaction de l'astronaute canadien Marc Garneau, qui en ce moment est à Houston, au centre spatial Johnson. Garneau qui a participé à une mission de Challenger en octobre 84. Cependant, le Point a réussi à rejoindre l'astronaute français Patrick Baudry. On va vous présenter un extrait de cette entrevue qui va être diffusée tout à l'heure, tout de suite après le téléjournal. Patrick Baudry qui a participé au programme NASA International et qui s'est envolé à bord de la navette Discovery au mois de juin. Avant cela, Baudry avait été invité par les Soviétiques à s'entraîner avec eux. Ceux qui sont morts aujourd'hui étaient ses amis et Patrick Baudry, comme à peu près tout le monde, ne comprend pas ce qui s'est passé. Oui, un accident, c'est toujours une surprise. Vous savez que la navette, le système navette, est certainement un des systèmes les plus fiables qui existent, mais c'est également un des systèmes les plus complexes et les plus extraordinaires qui existent. Et donc, vous pouvez absolument tout prévoir, vous pouvez travailler chacun des paramètres comme sait le faire la NASA avec une perfection absolue, mais malheureusement, il peut se glisser des choses tout à fait inattendues et imprévues, et c'est ce qui a dû se passer. Et à ce moment-là, vous vous trouvez un petit peu désarmé. Les premiers mots du président Reagan ont été les suivants. « Nous pleurons 7 héros ». Mais Reagan a promis que le programme spatial américain sera poursuivi malgré la tragédie. Jean-Michel Leprince est à Washington. Le président était en réunion à la Maison-Blanche lorsqu'on lui a transmis le message et il a visionné l'enregistrement de l'explosion immédiatement avec beaucoup d'émotion, rapporte son porte-parole Larry Speakes. D'abord, il décide de prononcer quand même son discours annuel en soirée sur l'état de l'Union devant le Congrès, puis il l'annule. La Chambre se réunira seulement pour passer une résolution brièvement à la mémoire des disparus. Le président dépêche immédiatement George Bush, son vice-président et l'administrateur de la NASA à Cap Canaveral pour y transmettre son sentiment de douleur et enquêter. Finalement, Ronald Reagan décide de prendre brièvement la parole à la télévision en soirée. C'est un jour de deuil et de souvenir, dit-il. Il nomme les 7 victimes, les appelle des héros et exprime ses sympathies aux familles. Spécialement, il s'adresse aux écoliers des États-Unis. C'était son idée d'envoyer un enseignant dans l'espace. Il leur dit que le programme de la NASA va continuer malgré tout. Au Capitole, le sénateur George Brown confirme la commission chargée du programme spatial veut continuer, mais pas avant qu'une enquête en profondeur soit effectuée. Son collègue Jake Garn, sénateur de l'Utah, est effondré. Il a volé dans la navette. Ceux qui sont morts étaient ses amis. Le discours traditionnel sur l'état de l'Union devait être un discours optimiste cette année, dit-on à la Maison-Blanche. C'est un optimisme qui aurait paru un peu déplacé aujourd'hui. Le discours sera lu par le président mardi prochain et le projet de budget pour 87 sera déposé au Congrès le lendemain. Jean-Michel Leprince, à Washington. Les messages de condoléances ont afflué à la Maison-Blanche. Toutes les grandes capitales du monde, Pékin et Moscou, entre autres, ont fait part de leur consternation à la suite de la tragédie qui frappe finalement toute la communauté aéronautique et spatiale internationale. Et l'un des premiers à le faire a été le Canada. Je viens tout juste de parler à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis, M. Niles, afin de lui transmettre nos condoléances les plus sincères suite à cette tragédie monumentale, cette perte de vie si tragique. De jeunes Américains aujourd'hui. C'est vraiment une tragédie inoubliable. Et je tenais en votre nom et au nom de tous les Canadiens de transmettre nos regrets, nos condoléances les plus sincères auprès de l'administration, des familles, des éprouvés par cette tragédie. D'autant plus que le Canada est étroitement associé sur le plan scientifique au programme d'exploration spatiale de la NASA. D'ailleurs, Daniel Lheureux a préparé ce qui suit. Celui qui personnifie le mieux la participation canadienne à la conquête de l'espace, c'est évidemment Marc Garneau, ce Canadien originaire de Québec qui avait lui-même volé à bord de la navette Challenger en octobre 1984. Contribution canadienne non moins ostensible, le fameux Braque canadien. Le premier modèle, dont la conception avait coûté 110 millions de dollars, avait été offert par le Canada à la NASA. 3 autres exemplaires du bras canadien ont depuis été achetés par la NASA au coût de 25 millions chacun.
La navette qui a connu ce matin une fin funeste était équipée d'un de ses bras. C'est d'ailleurs pour ça que certains des astronautes qui ont péri ce matin n'étaient pas des inconnus au Canada. Nous connaissions les astronautes à bord. Ils étaient les collègues de nos astronautes. Ils fréquentaient souvent le Canada et pour s'informer sur notre programme de recherche spatiale et aussi, par exemple, pour pratiquer sur le simulateur du bras canadien qui se trouve à Toronto. Après Marc Garneau, un deuxième astronaute canadien est déjà choisi, Steve McLean, qui devait s'envoler le 27 mars 1987. On peut penser que son vol sera maintenant retardé. Mais entre-temps, la recherche spatiale continue au Canada. Le gouvernement y consacre cette année 195 millions de dollars. Daniel Lheureux, à Ottawa. Partout dans le monde, l'explosion de la navette a provoqué la surprise, ici comme ailleurs. Nous avons recueilli quelques réactions parmi vous. J'étais surpris et choqué. Oh, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment choquée. J'étais malade, vraiment, j'étais très... Bon, j'ai trouvé ça dramatique. Je trouve que c'est bien de valeur parce que tout allait si bien. Vis-à-vis n'importe quelle catastrophe que ce soit, c'est toujours ça, c'est qu'on est peu de choses. C'est toujours ça qui me revient en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est triste. C'est rare, j'ai jamais vu ça. Je trouve que c'est tout à fait terrible. Je sais pas, j'étais vraiment déçu, ça m'a fait de la peine, quoi. Ça assez malheureux qu'un accident semblable se produise. Je suis convaincue que les Américains n'auraient jamais pensé qu'une chose semblable pourrait arriver. Je trouve que c'est une catastrophe. Je trouve ça extrêmement dommage. Dans ce temps-là, les mots viennent difficilement. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Ben, c'est une grande tragédie. Moi, je pleurais. Je ne pouvais pas comprendre ça. Je passais à la maîtresse d'école, puis... Non, c'est terrible. Je pense que c'est vraiment triste. Maxence Bilodeau raconte. La nuit dernière, le niveau de la rivière Chaudière a augmenté rapidement de 3 mètres. À Beauceville, l'eau a pénétré dans une cinquantaine de résidences et commerces. Par exemple, cet hôtel a subi des dommages de 50 000 $. Son propriétaire a tout de même réussi à récupérer sa caisse et son contenu. Il a donc fallu d'abord sécher les chèques avant de s'attaquer à un plus gros morceau. Toute la vallée de la Chaudière aurait pu être inondée si on n'avait pas réussi la nuit dernière à débloquer le barrage Sartigan, prisonnier d'un amoncellement de glace. Le niveau de l'eau a augmenté de façon telle qu'on a cru à un moment que le barrage pourrait céder. Un niveau qui pouvait être qualifié de dangereux, oui. Craignant le pire, les forces de l'ordre ont évacué les riverains. En tout cas, il y en a un qui a passé avec un petit canot ici. Et puis, il dit « Évacuer la maison parce que c'est dangereux ». Si progressivement tout revient à la normale dans la Beauce, dans Montmagny, Dame Nature fait encore des siennes. L'autoroute 20 est fermée depuis ce midi à cause de la poudrerie. Un reportage de Maxence Bilodeau. Ceci complète le téléjournal de Radio-Canada. Je vous invite à rester à l'écoute du point qui suit tout de suite à l'instant après nous, avec entre autres cet astronaute français que vous avez eu tout à l'heure au téléjournal, Patrick Baudry, qui a lui-même volé à bord de Discovery au cours de l'été et qui s'est entraîné auprès des Soviétiques. Ici Bernard Derome à Montréal, au nom de toute l'équipe, bonsoir. À demain.